Bonjour à tous. Donc, comme indiqué, je suis Cécile Lelanne, je viens du laboratoire EcoBio de l'Université de Rennes et donc moi je vais vous parler du projet Plan de Serve et donc des résultats qu'on a pu obtenir. Donc, quel était l'objectif en fait de ce projet? C'était de travailler sur des plantes de service pour essayer de lutter contre des pucerons des céréales, pucerons qui vont transmettre en fait des virus de jaunisse, donc ici la JNO, la jaunisse nanisante de l'orge, dès l'automne-hiver. Donc on peut voir en fait sur les photos que sur les céréales, on a des symptômes de jaunissement et puis de nanisme des plants. Donc ça c'est en particulier pour l'orge. Et pour le blé, les symptômes sont un peu moins visibles, mais on a aussi du rougissement des feuilles avec un peu de jaunisme aussi. Donc ces pucerons, en fait, dans un contexte de changement climatique et de réchauffement des températures et aussi de l'interdiction des néonicotinoïdes, il y a eu plusieurs travaux qui ont évoqué le fait que les populations de pucerons pourraient se développer et que ça pourrait engendrer des risques supplémentaires de voir en fait une réémergence de ce type de maladie. Donc cette augmentation des pucerons, on l'observe depuis plusieurs années, notamment dans le Grand Ouest de la France. Et donc, nous, on s'est posé la question, est-ce que ces plantes de service, elles peuvent permettre de réduire l'énidamique de ces ravageurs pucerons? Est-ce que ça permet une réduction des nombres de plants infectés par les virus de la JNO? Et est-ce que ça aussi génère moins de dégâts et de pertes de rendement qui sont liées à ces jaunisses? Donc, les plantes de service qu'on a utilisées, en fait, ce sont des couverts fleuris d'interculture hivernaux. Donc, ces couverts d'interculture, ils existent déjà, notamment dans le Grand Ouest. C'est des couverts qui sont utilisés pour limiter l'érosion du sol, notamment à la période hivernale, mais aussi pour avoir des apports en termes d'engrais, donc d'azote, de structuration du sol. Et donc, nous, on a essayé de raisonner un mélange donc, qui est issu d'un précédent projet qui a été financé par le plan Ecophyto, qui s'appelle le projet Fleur, pour voir si ce mélange qu'on mettait dans ces couverts d'interculture hivernaux à proximité de parcelles de céréales pouvait effectivement permettre de réduire tous ces dégâts. Donc, dans le cadre du projet, on a suivi 28 parcelles durant 2 années en Bretagne et en Pays de la Loire. Et donc, on a échantillonné dans un premier temps à l'automne-hiver, donc dès la période où les pucerons vont s'installer sur les cultures de céréales, jusqu'à mars. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a échantillonné en fait de chaque côté d'un champ. Donc, un bord qui était à proximité de ce couvert fleuri, donc vous voyez la composition en bas, et un bord à proximité d'une marge principalement composée d'herbes, donc sans fleurs. Donc, on a échantillonné aléatoirement des plants de chaque côté du champ pour notamment estimer la densité de pucerons sur ces plants échantillonnés aléatoirement, le taux de parasitisme de ces pucerons, donc, qui a été estimé par méthode moléculaire, et puis aussi l'incidence et la diversité des virus à la fois dans les pucerons et puis dans les plantes. On a également aussi quantifié d'autres ennemis naturels, en plus des parasitoïdes, dont a parlé Anne précédemment, qui sont des prédateurs du sol connus des pucerons, qui sont les carapes, staphylins, araignées et aussi les larves de carapiques. Donc on a également relevé aussi ce qu'on peut avoir comme paysage environnant à ces parcelles. Et donc on cherchait aussi à savoir si on avait majoritairement des effets locaux découverts à proximité des parcelles, ou si la présence de couverts de manière générale dans le paysage pouvait aussi limiter en fait l'incidence de ces virus et les dégâts qu'ils occasionnent. Donc, au printemps, c'est à peu près au mois d'avril-mai qu'on voit apparaître les symptômes de la jaunisse. Donc, on a effectivement aussi effectué de la notation visuelle de ces symptômes de chaque côté du champ. Donc, en vérifiant moléculairement que ce qu'on observe était bien dû à ces virus de la JNO. Et puis, plus tard dans l'année, on a également fait une estimation des rendements de chaque côté de la parcelle, notamment via des mesures de masse, de nombre d'épis ou de poids de 1000 grains, qui sont des mesures classiquement utilisées pour évaluer les rendements.
Donc là, je vous présente les principaux résultats du projet. J'essaie de rassembler ça un peu sur la même diapositive. Donc ce que vous pouvez observer comme première graphique, en fait, c'est le nombre de pucerons qu'on a collectés sur l'ensemble des plans de chaque bord. En vert, vous avez la ligne le bord côté marge herbacée, et en jaune côté couvert fleuri. Et donc vous avez en abscisse différentes distances à ce couvert fleuri ou à la marge herbeuse. Donc de 1 mètre juste à côté jusqu'à 34 mètres à l'intérieur du champ. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a effectivement moins de pucerons du côté du couvert fleuri, donc qui est la ligne jaune, et que cet effet il est principalement vrai jusqu'à une quinzaine de mètres depuis le bord de la bande fleurie, ce qui est un résultat assez classique. On sait que ces bandes elles vont avoir une distance d'action limite dans le champ. Mais ça permet quand même de réduire en fait une part significative des pucerons qui sont présents. Alors on peut voir que comme ce sont des collectes aléatoires de pucerons sur les plants à la période hivernale, on a également des densités de pucerons qui ne sont pas très élevées. Quand on regarde en fait le taux de parasitisme des pucerons, là en revanche, on voit qu'on n'a pas vraiment d'effet en fonction de si on se place du côté du couvert fleuri ou de l'autre côté. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des taux de parasitisme qui sont globalement très forts dans nos paysages. Donc on a un taux de parasitisme qui dépasse les 30%, donc un tiers des pucerons sont parasités durant l'hiver. Donc les parasitoïdes vont jouer un rôle très important dans la régulation de ces pucerons. Si on regarde maintenant les prédateurs, donc ici on a rassemblé, on a analysé séparément les différents coups de prédateurs, puis aussi en les rassemblant tous ensemble. Et on voit que le nombre de prédateurs est effectivement plus élevé du côté du couvert fleuri, donc les barres jaunes, par rapport au côté de la marge herbeuse, et que cet effet il perdure jusqu'à 30 mètres dans la parcelle. Donc on a plus de 30% de prédateurs en plus du côté de ces couverts. Et donc on a également regardé aussi si ça pouvait limiter l'incidence virale, autrement dit la proportion de plants qui sont infectés par les virus de la JNO. Donc du côté du couvert fleuri, on voit qu'effectivement, on a une baisse donc, qui est assez faible, mais une baisse quand même du nombre de plants infestés côté du couvert fleuri. Donc on voit qu'on a environ 8% de plants qui sont infestés. Alors il faut savoir que là, on travaille sur des plants non symptomatiques puisqu'on est dans la période hivernale et que pour de la collecte aléatoire de plants, 8% de plants infestés, c'est assez conséquent finalement. En revanche, quand on regarde en fait au niveau des dégâts au printemps, on voit qu'on n'a plus de différence entre ces deux bords. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on a beaucoup de variance, en fait. Donc c'est représenté par ces grandes barres. Et qu'on n'a plus de différence significative, même si on pourrait voir potentiellement une petite tendance à la baisse des dégâts côté couvert, ça n'est pas significatif. Donc, pour résumer, on a une réduction de la densité de pucerons, mais on a des densités qui sont assez faibles. Donc, c'est en moyenne un puceron sur 42 plants prélevés aléatoirement. Des plants infestés par le virus, donc à hauteur d'environ 8%. Pas d'effet globalement du taux de parasitisme lié au couvert à l'échelle locale, mais un taux de parasitisme qui est globalement très élevé sur ces pucerons en hiver. Et pas d'effet pour les symptômes, et donc ça je ne vous l'ai pas montré, mais c'est également le cas pour les rendements où on a une encore plus forte variabilité observée, probablement liée à des dates de semis qui sont différentes, des variétés utilisées qui sont différentes et qui génèrent beaucoup de bruit en fait dans nos résultats. Donc on a également aussi regardé si les effets de ces couverts fleuris, ils agissaient directement sur les pucerons ou s'ils agissaient aussi via les ennemis naturels. Donc est-ce que c'est lié à un meilleur contrôle des pucerons par les ennemis naturels ou on peut aussi observer une réduction directe de ces pucerons liés à ces couverts fleuris hivernaux.
Donc là, c'est ce que vous voyez sur le petit graphique qui est représenté. Donc on a un couvert fleuri, donc, dont on peut voir un effet sur la réduction des pucerons. Donc c'est la flèche rouge en fait qui va vers le bas. Donc ce couvert fleuri va agir directement sur les pucerons en limitant leur densité. Mais on voit aussi que ce couvert fleuri, il va agir aussi positivement directement sur l'activité des prédateurs, notamment, qui eux-mêmes vont contribuer à réguler aussi ces densités de pucerons. Et puis on voit aussi que, à une échelle plus globale, le paysage, et notamment la proportion d'éléments semi-naturels dans ce paysage, alors ce qu'on entend par là, ça va être par exemple les haies, les boisements, les prairies, eh bien, vont aussi avoir tendance à augmenter l'activité des prédateurs et donc à engendrer une baisse de régulation des pucerons. Donc tout ça est contrôlé notamment aussi par les différents facteurs climatiques qui peuvent affecter l'activité de ces différents arthropodes. Donc le couvert fleuri, c'est aussi une barrière aux pucerons des céréales. Et il permet aussi d'accueillir pas mal d'ennemis naturels. Alors, parce que ces couverts fleuris, en fait, ils produisent du nectar dont les parasitoïdes vont se nourrir à l'âge adulte, ce qui permet de renforcer leur population. Et aussi parce qu'ils fournissent en fait des conditions climatiques tamponnées par rapport à l'extérieur. Autrement dit, quand on se situe à l'intérieur d'un couvert fleuri, eh bien, on a une diminution des extrêmes de température, ce qui semble favoriser aussi l'activité des prédateurs. Et donc, on va avoir aussi des effets bénéfiques du paysage, notamment de la proportion d'éléments semi-naturels, et donc aussi des effets variables de la température en fonction, ou de l'humidité en fonction des années. Donc, quel est le transfert et la valorisation? On avait mis au point un mélange fonctionnel au cours d'un précédent projet, donc dont on savait qu'il pouvait permettre en fait de réduire les densités de pucerons, mais on ne savait pas si par contre il pouvait permettre de réduire les virus. Donc là, on a pu le mettre en place et le vérifier. C'est un mélange qui est peu coûteux parce que ce sont des espèces qui sont classiquement utilisées pour les couverts d'interculture. On a juste associé en fait celles qui paraissaient avantageuses pour différentes raisons. C'est bien accepté par les agriculteurs. Donc, ces plantes-là, elles ont été testées dans tout un tas de parcelles gérées principalement en agriculture conventionnelle, mais aussi en agriculture biologique. Mais par contre, c'est un mélange qui reste à tester dans des régions où on va avoir des climats différents déjà, et puis où on a potentiellement plus de dégâts de la JNO. Donc, ce qui a permis aussi ce projet, c'est notamment de développer un nouveau test moléculaire pour une meilleure estimation de la diversité des virus de la JNO. Et donc, ça nous a notamment permis de nous rendre compte qu'en fait, on a une diversité qui est un peu différente de celle qu'on pensait, en tout cas, ou qu'on avait il y a 20 ans dans le Grand Ouest, avec notamment la présence de nouveaux recombinants, de nouveaux variants de virus dont on ne connaît pas encore le pouvoir pathogène. Et donc, ce qu'a généré ce projet, c'est aussi de développer de nouveaux projets sur d'autres cultures. Donc, on a notamment, ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre du PNRI Betterave, un projet qui est porté par Anne Leralec, qui vise à étudier l'effet des infrastructures agroécologiques, donc les bandes fleuries et les bandes enherbées, pour permettre une meilleure régulation des pucerons des betteraves et notamment des jaunisses qu'ils provoquent. Et puis, à plus large échelle, donc on a un autre projet qui est en cours, donc européen, et un autre projet européen déposé pour essayer de comprendre aussi comment évolue cette diversité de virus en Europe, refaire un peu un état des lieux au vu des nouvelles méthodes moléculaires, parce que connaître les virus qu'on a, ça aide aussi à mieux les combattre. Et puis, d'essayer de mettre en place des alternatives, tester ces alternatives aux néoniques pour voir s'ils permettent de réduire efficacement les jaunisses. Donc, les nouvelles questions, les perspectives au projet, c'est d'adapter les mélanges fonctionnels aux cultures ciblées. Anne l'a évoqué tout à l'heure, le mélange qu'on a appliqué en céréales, ce n'est pas forcément un mélange qui pourra fonctionner en betterave. En céréales, le mélange fleuri n'attire pas les pucerons des céréales. Il permet de favoriser les ennemis naturels et ce ne serait pas forcément le cas en betterave. Donc on doit adapter vraiment aux cultures ciblées, aux ravageurs et aux ennemis naturels.
Et puis évidemment aussi, il faut prendre en compte le climat, avoir des espèces qui sont capables de fleurir en hiver ou des variétés qui sont adaptées en fait à ce contexte climatique et bien sûr au contexte paysager. Donc à savoir si on a déjà un réservoir d'ennemis naturels qui est présent, si on cherche à l'augmenter ou quelles mesures on doit mettre en place si on doit drastiquement augmenter ces populations. Donc évidemment, c'est ce type d'utilisation des plantes de service, comme ça a été mentionné dès le début de la journée, ça fait partie d'un des leviers possibles. Il ne s'agit pas d'en mettre partout, mais ça peut être un des leviers possibles pour essayer de réduire ces jaunisses. Et en combinaison notamment avec des variétés cultivées tolérantes à ces jaunisses, voire même résistantes, les retards de semis. Et donc cette diversification végétale, eh bien, on pourrait peut-être avoir des solutions synergiques qui sont relativement efficaces. Un autre élément, là on a testé une utilisation de la diversification végétale à proximité des parcelles ou dans le contexte paysager. Il existe aussi d'autres pratiques de diversification de la végétation au sein des parcelles, par exemple les associations légumineuses céréales ou tant d'autres, ou par exemple une gestion intégrée des adventices qui pourrait aussi favoriser potentiellement la réduction des pucerons et des dommages qu'ils vont causer. Donc voilà, juste cette dernière diapo pour remercier en fait tous les partenaires du projet, donc l'INRAE, une université en Angleterre, Greenwich, les chambres d'agriculture qui ont aidé aussi à transférer les connaissances auprès des agriculteurs, Arvalis bien sûr, et aussi l'association GRAB, producteurs d'innovation bio. Et puis évidemment tous les agriculteurs du réseau qu'on a utilisé qui ont été volontaires pour participer à cette étude. Et puis je vous remercie, vous, pour votre attention. Merci beaucoup, Cécile. Du coup, on va refaire au niveau de, comme on a fait tout à l'heure, au niveau des questions, donc soit dans le chat ou soit directement dans la salle, et je les prendrai. Bonjour, je suis Olivier Réchauchère, je travaille dans un des projets du PNRI, le projet ABC, donc qui vise à la combinaison de solutions agronomiques. Et concernant les infrastructures agroécologiques, les ingénieurs régionaux de l'ITB qu'on a rencontrés récemment pointent le fait que ce sont aussi des réservoirs à pucerons pour le puceron de la jaunisse. Et on trouve aussi ça dans la littérature. Donc, est-ce que vous avez observé des choses similaires sur la jaunisse des céréales, sachant que ça héberge des auxiliaires, mais si ça héberge également les pucerons, il y a quelque chose à arbitrer. Oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser dès le départ, les pucerons des céréales, ils sont vraiment spécialisés sur des poacées. Donc toutes les céréales qu'on va trouver dans les plantes cultivées, puis ce qu'on appelle les herbes, les herbacées. Donc ils vont pas en fait ils s'alimentent pas sur les plantes qu'on a dans notre couvert fleuri. Donc on a du sarrasin, de la moutarde, du radis. Ils s'alimentent pas du tout sur ces plantes-là. Donc on savait que ce couvert ne serait pas attractif en fait pour nos ravageurs ciblés. Et on l'a raisonné vraiment pour essayer d'augmenter les populations d'ennemis naturels. Ouais. Alors, c'est plus pour les prairies et tout ça. Donc là, on a effectivement regardé si le fait d'avoir des prairies dans l'environnement, donc dont on dit qu'elles peuvent être des réservoirs potentiels de virus, puisque là, nos pucerons des céréales peuvent faire des transferts en fait sur ces prairies et potentiellement après migrer dans les cultures de céréales. Et on se rend compte qu'en fait, ces prairies, quand elles sont présentes dans l'environnement, elles servent plutôt à réduire les densités de pucerons sur les parcelles. Elles agissent plus comme des puits que comme des sources. Et il y a eu aussi des travaux précédents qui ont montré que finalement, il n'y avait pas tant que ça d'individus en fait, qui migraient depuis ces prairies, donc poacées sauvages,
vers les compartiments cultivés et que principalement, en fait, les sources de pucerons se font de compartiments cultivés à compartiments cultivés. Oui. Oui, merci beaucoup. Non, mais j'ai l'impression que tu as dit qu'à un moment que pour favoriser des ennemis des pucerons, il faut qu'il y ait des ennemis des pucerons. Et donc, est-ce que c'est vrai? Et est-ce qu'on pourrait imaginer de ne pas mettre de couvert à la fleurie si finalement il n'y a pas d'ennemis dans des pucerons dans une zone donnée? Ou alors est-ce que ça se disperse très très rapidement et donc que cette question ne se pose pas? J'ai l'impression que tu as évoqué ça à un moment. Oui, alors c'est plus sur une intensité en fait, parce qu'effectivement on peut avoir des zones qui sont plus ou moins, enfin des paysages en fait, qui vont accueillir plus ou moins d'ennemis naturels. On sait que notamment des paysages où on a beaucoup de haies, voilà, de boisements, de prairies, etc., on va avoir tendance à avoir, comme on a plus de biodiversité, plus d'ennemis naturels. Donc ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les attirer en fait, dans un environnement dont on a, par exemple, à raser la majeure partie des haies, etc. En Beauce, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de mettre des bandes fleuries en Beauce ou c'est complètement inutile? Il y a pas mal de choses peut-être à changer en Beauce, effectivement, donc à la fois aussi au niveau des cultures, mais oui, ça vaudrait le coup en fait de pouvoir remettre de la diversité dans ce type. Mais ça va prendre du temps ou on a ces manips-là ou pas? Alors, le temps de pousse d'une haie, on sait que ça peut prendre. Non, mais là, je pas mal pensais de aux temps. aux couverts d'interculture. Alors ça, c'est des couverts annuels. Donc c'est des couverts qui sont semés en fait à la fin de l'été, qui vont fleurir dès l'automne et qui sont maintenus jusqu'au printemps. Voilà. Et ils sont coupés après. Ouais, j'ai une question. Donc les bandes enherbées, enfin les bandes fleuries là, elles diminuent la quantité de pucerons modestement, mais 26%, je crois, c'est ça. Et par contre, elles diminuent pas fortement la quantité de virus et apparemment pas la quantité de symptômes, donc ça fonctionne pas. C'est qu'il y a un verrou qui est sans doute autre part, ou alors le seuil laisser 74% de pucerons dans la parcelle et suffit pour contaminer tout à fait naturellement. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres verrous qui seraient complémentaires à celui-ci pour, en synergie, faire un truc qui, à la fin, finit quand même par fonctionner? Oui, alors effectivement, on a une baisse qui se fait au niveau des pucerons qui est beaucoup plus forte que la baisse qu'on observe en fait en termes de plants infectés. Toutefois, c'est comme pour les autres cultures, ce que ça a été évoqué. En fait, quand on regarde la densité de pucerons, ils ne sont pas tous virulifères, ils ne sont pas tous porteurs de virus. Donc ça, il faut qu'on creuse pour vérifier effectivement de combien ça baisse aussi les pucerons porteurs de virus. Et effectivement, ce que j'évoquais à la fin, c'est qu'on peut avoir aussi une synergie de levier pour essayer de réduire d'autant. En fait, donc on a déjà une baisse de 3%, elle paraît certes mineure, mais ça peut potentiellement aussi peut-être suffire. Donc il faudrait aller plus loin pour voir effectivement si ça permet, avec un nombre de parcelles plus important, en essayant de réduire cette variabilité liée aux pratiques, là, si ça pourrait permettre de réduire suffisamment les dégâts. Et surtout le voir dans des régions où il y a vraiment beaucoup de dégâts, parce que là, finalement, en fait, dans les régions où on se situe, on n'a pas des dégâts qui sont forts, et notamment sur le blé, les dégâts sont assez peu visibles. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, on peut envisager des synergies de méthodes à l'échelle des parcelles, au sein des parcelles, ou à proximité des parcelles, ou en fonction du paysage. Dans une pression de... Pas forcément, en fait, si on a des ennemis naturels qui peuvent réguler dès le départ. C'est juste que dans des régions qui sont traditionnellement à exprimer des dégâts plus forts, ce qui n'est pas le cas, en fait, forcément des régions du Grand Ouest, c'est plus ça, comme ça que je devrais le formuler. Est-ce qu'en mettant en place ce type de pratiques qui ne sont pas mises en place, on arriverait à baisser de façon plus importante, en fait, les dégâts? Je ne sais pas si ça répond mieux à la question. Bonjour, donc Thierry Bordin, expert CSORI, Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, justement, sur la partie Beauce, Berry aussi, jusque la Touraine.
Donc en plaine céréalière et diversifiée, comment vulgariser ces techniques et ce projet-là, comment les vulgariser et comment les transférer chez des agriculteurs qui ont une rotation diversifiée, et notamment au niveau chénopodiacée, au niveau polygonacée, au niveau légumineuse, au niveau crucifère. Parce que là, j'ai bien entendu que vous utilisiez des mélanges avec du sarrasin, avec de la moutarde ou d'autres crucifères, et vous allez vous retrouver en rotation chez un agriculteur avec des parcelles de colza, des parcelles de semences potagères, des parcelles de céréales, des parcelles de betteraves sucrières. Et donc là, comment adapter ce type de mélange pour des parcelles qui sont contiguës, voisines, et qui peuvent apporter des effets opposés avec le mélange que vous utilisez sur l'hébergement, notamment de ravageurs, y compris sur d'autres ravageurs que les pucerons. Je pense aux bruches, je pense aux altises, colza. Alors effectivement, là, on n'a pas testé en fait l'effet de ces couverts fleuris sur les autres cultures durant la période hivernale. Donc on ne sait pas si pendant la période hivernale, j'insiste bien là-dessus, ces couverts amènent à d'autres cultures des problèmes. Bon, ceci dit, pour les betteraves, elles ne sont pas encore levées en fait à ce moment-là. On n'a pas tant que ça de culture en fait dans nos paysages d'autres types de cultures. On a beaucoup sur prairies, céréales et puis couverts d'interculture. Et donc ces couverts, ils sont coupés et fauchés au printemps. Donc avant la montée à graines, ils sont détruits et retournés. Donc du coup, à la période en fait du printemps où on peut avoir potentiellement d'autres cultures qui sont présentes dans l'environnement, ils ne permettent pas d'accueil de nouveaux ravageurs supplémentaires ou qui pourraient poser problème à d'autres cultures. Ce qu'on a trouvé durant la période hivernale comme ravageurs potentiels présents sur ces plantes-là sont principalement des pucerons qui peuvent servir en fait d'autres alternatives à des parasitoïdes qui vont aussi parasiter les pucerons des céréales. On n'a pas vu en fait d'autres types d'ennemis et ils sont en quantité assez faible en fait sur ces plants-là. Et voilà, comme je disais, les couverts sont fauchés au printemps, ce qui peut limiter la propagation vers d'autres cultures. Je prends simplement une dernière question dans le chat parce qu'au niveau du timing, ça devient compliqué. Donc de Richard Saintenois qui demande s'il existe des essais avec couverts à plus long terme et s'il existe aussi un effet du paysage, par exemple avec beaucoup de parcelles avec des céréales aux alentours. Ouais. Alors, ce projet-là, sous cette forme-là, au niveau des couverts fleuris, oui, il sera poursuivi à plus long terme pour ses effets de manière générale sur la biodiversité. Donc là, on a vraiment testé ça en situation réelle, en fait, avec un réseau d'agriculteurs qui applique ce type de pratique, donc aussi qui a contribué aussi à l'élaboration de ce mélange. Ça a été fait en concertation vraiment avec eux. Et donc oui, concernant les effets du paysage, on a effectivement aussi des effets des couverts d'interculture fleurie à l'échelle paysagère, donc qui s'additionnent aux effets locaux. Donc on bénéficie aussi de ce qu'il y a autour des parcelles sur les parcelles de céréales. Et ce qu'on peut observer sur la proportion de céréales, c'est que c'est pas parce qu'on a plus de parcelles de céréales dans le paysage environnement qu'on va avoir des densités plus fortes à l'échelle d'une parcelle. En fait, ce qu'on observe, qui est quelque chose qui est relativement répandu d'ailleurs dans la littérature, c'est quand on a une proportion assez forte de céréales dans le paysage environnant, on va avoir comme une dilution, c'est-à-dire que les pucerons ils vont se répartir en fait sur l'ensemble de ces parcelles, donc ils ne sont pas plus fréquents sur la parcelle en présence. Par contre, ce qu'on doit vérifier, c'est est-ce que ça concentre plus de pucerons virulifères, donc porteurs de ce virus. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup, Cécile, pour tous ces échanges. Et donc, on va passer donc, au projet suivant, Start-up, avec Ronan Lecointe. Merci encore. Donc, bonjour, Ronan Lecointe, INRAE IGEP. Je vais donc vous présenter ce qu'on a fait dans le cadre du projet Start-up pour stratégie alternative pour la maîtrise de la nuisibilité des larves de taupins sur culture de maïs.
Avant de commencer, je vais faire une petite définition de ce que sont les taupins, donc qui sont des coléoptères de la famille des Elateridae. En France, on en a 200 espèces réparties en 15 sous-familles. Et sur ces 200 espèces, en fait, on n'a que quelques espèces du genre Agriotes dont les larves sont considérées comme nuisibles. Toutes les autres espèces ne s'attaquent pas aux cultures. On avait des espèces qui étaient considérées comme ravageurs dans les années 2000. En fait, on se rend compte qu'elles sont en fait carnivores. Elles ont une alimentation qui est variable. Elles sont bien sûr herbivores, mais elles peuvent aussi devenir omnivores, voire cannibales. Là, on a une photo d'une larve d'Agriotes sordidus qui s'attaque à une pupe. Le contexte du projet, c'est que depuis une vingtaine d'années, on a des dégâts qui sont en recrudescence, notamment sur maïs, mais également, actuellement, c'est un gros problème sur pommes de terre. Une des raisons à ça, c'est que pendant 50 ans, on a utilisé en fait des molécules à large spectre comme du lindane pour faire de la désinfection de sol. Et depuis l'interdiction de ces molécules et plus récemment des néonicotinoïdes, en fait, on a des dégâts qui sont en résurgence. Dans le même temps, on a des connaissances qui sont très insuffisantes en fait sur ces organismes. Si dans le Web of Science, on tape taupin plus contrôle, on n'a que 336 refs en 59 ans, donc c'est pas beaucoup. Donc une des raisons à ça, c'est que, outre le fait qu'on ait maîtrisé les dégâts pendant plusieurs années, ce sont des organismes à cycle long, endogés, qui sont assez compliqués à étudier. Et l'identification entre les différentes espèces est aussi assez peu évidente. Donc les objectifs du projet, ça a été de repartir à zéro en fait sur ces ravageurs pour améliorer la connaissance et la biologie et de l'écologie de ces Agriotes. On a commencé tout d'abord par mettre en place en fait des élevages d'Agriotes lineatus et Agriotes putator à l'INRA-IGEP. Parce que en Bretagne, en fait, c'est les deux espèces qui sont les plus présentes et ces deux espèces dont les cycles ne sont pas encore décrits. Et l'avantage de cet élevage, en fait, c'est que ça permet de travailler en conditions contrôlées sur des larves d'espèces et d'âge bien déterminés. On a également développé un outil moléculaire permettant de l'identification des espèces. On avait beaucoup de structures qui travaillaient à l'échelle du genre et non pas à l'échelle de l'espèce, donc maintenant on peut le faire. On a travaillé également la question de la migration verticale des larves. Donc dans la littérature, on nous disait que en fait, les larves vont se réfugier en profondeur en hiver parce qu'il fait trop froid et en été parce qu'il fait trop chaud. Et donc ça, on a tenu à le vérifier. On a également travaillé sur la dispersion des adultes. La littérature nous disait que les adultes en fait, ne se dispersent que très peu parce qu'ils ne volent pas. Et on a également fait une synthèse bibliographique pour collecter et rassembler la connaissance. Comme en 10 minutes, je ne vais pas avoir le temps de tout présenter, je vais m'attarder sur des tests en conditions contrôlées pour la nuisibilité et ce qu'on a fait également sur l'étude de la dispersion des adultes. Un des objectifs aussi de ce projet, c'est d'identifier et de hiérarchiser les facteurs déterminant les abondances de larves. Donc là, je vous donne les résultats en direct. C'est que, en fait, on a vérifié que la prairie est un milieu qui favorise et joue le rôle de source pour les parcelles voisines. Et également de réduire le travail du sol, ça augmente les populations. Ce qui fait que dans des systèmes en bio ou en agriculture de conservation, en fait, on va avoir des populations qui sont plus importantes. Sauf que dans le premier cas, on va avoir des dégâts suite à ces forts niveaux d'infestation. Et en agriculture de conservation, en fait, on a des forts niveaux d'infestation, mais on a des niveaux de dégâts qui sont très faibles. Ce qui nous amène à essayer de comprendre en fait, la relation entre les infestations et les dégâts sur maïs. On va voir qu'il y a une forte interaction avec les conditions climatiques au moment du semis. Et également, il y a des conditions qui font que en fait, le ravageur est nourri avant la mise en place du maïs, qui permet d'éviter les dégâts.
Le dernier objectif du projet, c'est de proposer des stratégies alternatives pour limiter les infestations, en travaillant notamment la question de la biofumigation. On a travaillé également l'application de champignons entomopathogènes et le travail du sol estival pour réduire les populations larvaires. Et enfin, on a des stratégies pour maîtriser la nuisibilité en présence du ravageur. Je vais faire un focus donc, sur la question de la dispersion des adultes. Et l'outil qui a été utilisé, c'est de faire des analyses des signatures isotopiques en fait, sur les adultes. L'avantage du maïs, c'est que c'est à peu près la seule plante en C4 dans le paysage. Et que, en fait, quand une larve de taupin se nourrit sur du maïs, eh bien, elle a une signature isotopique qui va être bien particulière et que cette signature isotopique est transférée dans les élytres des adultes, ce qui fait que quand on capture en fait, un adulte dans un paysage, on va pouvoir savoir si, en fait, à l'état larvaire, cet adulte s'est nourri sur la parcelle de maïs qui était la plus proche. Donc, ce qu'on a fait, c'est sur une zone. On a disposé, premièrement, donc les triangles noirs, c'est des tentes à émergence. Et juste à côté, on a disposé des pots Barber pour vérifier en fait, les signatures isotopiques de ce qui émerge de la parcelle de maïs et de ce qui circule sur cette même parcelle. À côté, on a une bande enherbée de 10 ans sur laquelle on a disposé en fait, des pièges à foin. Et sur la parcelle à côté, on a une parcelle où on avait un historique avec 2 ans de maïs. Et sur la zone 3, on avait une parcelle sur laquelle on avait 10 ans en herbe. Donc l'idée, c'était déjà de vérifier qu'on avait bien des signatures isotopiques différentes en fonction de ces différentes occupations du sol. Donc la réponse c'est oui, on voit bien que sur la zone 3, donc qui est une prairie, on a des signatures, donc en vert on est sur du C3, en jaune on est sur du C4. En vert on a bien donc sur la zone 3 on a bien des individus qui sont marqués en C3, donc ont quasiment exclusivement mangé que de l'herbe. Par contre, sur cette zone, on a bien capté un individu en C4 à 60 mètres du maïs le plus proche. Donc ça montre bien qu'en fait que ces individus se dispersent dans le paysage. Et ce qu'on voit également c'est que en fait, on a une proportion d'individus en C3 plus importante dans les pots Barber comparé aux tentes à émergence, ce qui tendrait à dire qu'en fait la bande enherbée qui est proche de cette parcelle sert de source en fait, pour les parcelles voisines et que en fait, les populations d'Agriotes se dispersent largement dans le paysage, quoi. Donc je passe l'aspect facteurs favorisant les populations, on l'a vu, donc les prairies et le travail du sol favorisent les populations. Donc là, on va passer à la question de la relation entre les infestations et les dégâts sur maïs, notamment pour prévoir le risque. Donc là, on a repris des données d'Arvalis qui avait fait des enquêtes entre 2012 et 2014 sur des parcelles de maïs, et avec une variable réponse qui est l'intensité d'attaque, et des variables explicatives qui sont les niveaux d'infestation, le climat, le sol, etc., et la protection phytosanitaire. Et donc, via une analyse en statistique, en machine learning, ce qu'on voit, ce qui ressort de façon les plus importantes, c'est que, pour qu'il y ait des dégâts, il faut des niveaux d'infestation. Et 2, en fait, ces niveaux d'infestation vont être en interaction avec les températures du sol au moment du semis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des conditions qui font que le maïs va pousser assez rapidement, eh bien on va du coup avoir assez peu de dégâts.
Et dans ce jeu de données, ce qui ressort aussi, c'est qu'en fait, le traitement, la protection phytosanitaire n'influence pas les dégâts. C'est-à-dire que on a des situations où quand on a des niveaux d'infestation importants, la protection phytosanitaire ne suffit pas à protéger les dégâts. Ce qui fait que en fait, la nuisibilité, c'est bien une période de sensibilité de la plante. Le maïs est sensible jusqu'au stade à peu près 8 feuilles. Donc il faut des niveaux d'infestation suffisants. Et après, tout ça, c'est en interaction avec l'environnement. On a également travaillé la question de la relation entre infestation et dégâts. Et là, l'idée, en fait, c'est de nourrir le ravageur avant le semis. Pour ça, on a utilisé donc les larves qui avaient été produites dans le cadre, grâce à l'élevage mis en place à l'IGEP. Et donc là, l'idée, c'était de mettre en préambule, en fait, pour réussir ces tests en conditions contrôlées, en fait, on a eu pas mal d'échecs. C'est-à-dire que, en fait, on récupérait les larves dans les élevages et on n'avait pas de dégâts en fait sur maïs. Et on s'est rendu compte que pour que les larves attaquent les plantules de maïs, il fallait préalablement en fait les mettre à jeûner pendant au moins 4 semaines à 25 degrés pour que là elles deviennent plus nuisibles. Donc on a ici on a une modalité qui est le sol nu. Cette modalité-là, c'est donc on a couvert le sol au moment du semis avec un BRF, comme c'était, c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée, notamment en agriculture de conservation. Là, on a couvert le sol au moment du semis avec donc un mulch de blé, et dans la dernière modalité, avant le semis, on a semé du blé pendant 4 semaines qu'on a détruit. Et donc ensuite, on a donc semé le maïs et on a noté les dégâts au bout de 4 semaines. En fait, ce qu'on voit, c'est que à partir du moment où en fait, on a nourri les larves avant le semis du maïs, on arrive à réduire les dégâts de façon assez conséquente. Donc le dernier objectif du projet, c'est bien de proposer des stratégies alternatives pour limiter les infestations. Donc là, on est sur le site d'Arvalis de Moréac dans le Morbihan, où donc ils avaient identifié une parcelle fortement infestée. Et donc ce qu'on voit, c'est que il y a pour l'instant, en fait, les stratégies assainissantes ne fonctionnent pas, que ce soit pour la biofumigation ou l'utilisation de champignons entomopathogènes, donc c'est la modalité MED52. Donc on a des niveaux d'infestation qui ne diminuent pas. La seule modalité qui va à peu près fonctionner, c'est le travail du sol en été, mais on voit que en fait en termes d'alternatives pour limiter les niveaux d'infestation, ça reste quand même assez compliqué. Donc la deuxième alternative, en fait, c'est de mettre en place des stratégies pour en fait limiter les dégâts en présence de ravageurs. Et là, ce qu'avait développé donc Arvalis notamment, donc c'est la stratégie APA qui consiste à semer en fait du blé en même temps que le maïs. Et là, on voit que notamment avec des mélanges blé ou orge, on a des niveaux d'efficacité. Donc là, on est sur des pourcentages d'efficacité équivalents donc à la référence qui était du Cruiser, donc c'est du thiaménoxam. Voilà. Donc les perspectives du projet, on n'a pas de transfert ni on n'a rien à vendre. Donc les perspectives du projet, eh bien, c'est de continuer sur maïs
pour améliorer la prévision du risque, notamment pour travailler la prévision des abondances larvaires sur maïs. Ça se fait dans le cadre du projet SEMAE Topinland. Les larves de topin en fait, deviennent le ravageur un peu numéro 1 sur pommes de terre. Donc là, on est en train de travailler la question dans le cadre du projet CASDAR Topic. Et également, on travaille la question de l'optimisation insecticides des nématodes entomopathogènes, notamment par lutte biologique par conservation dans le cadre du projet Ecophyto Optinep. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Ronan. On va prendre juste 2 questions au vu du timing. Mais, donc voilà, je laisse la parole aux membres de la salle ou en visio s'il y a des questions. Merci bien, merci pour avoir présenté ces travaux. Juste, je me posais une question plus globale sur la réduction des dégâts versus l'action nettoyante. En gros, est-ce que en décalant le semis du maïs et en le faisant dans un sol plus chaud dans lequel le maïs se développe plus rapidement, on voit qu'il y a moins de dégâts, donc du coup on est content l'année en question. Est-ce que pour autant on a multiplié les topins et est-ce qu'on s'est généré des situations difficiles pour les années N+1, N+2, N+3? Autrement dit, est-ce que ponctuellement c'est intéressant, mais sur le moyen terme, ça n'a pas augmenté le caractère préventif de la stratégie de lutte contre le topin? La culture de maïs en elle-même ne va pas multiplier ou les populations, c'est plus en fait soit le travail du sol avant ou après en fait la culture qui va déterminer le fait que les populations vont diminuer, augmenter sur la parcelle en fait. Donc de décaler le semis, ça va pas forcément changer quelque chose en termes de niveau d'infestation. Merci beaucoup. J'ai cru comprendre que la présence de prairies ou la suppression du labour favorisait les topins, oui, mais que la suppression du labour n'engendre pas d'augmentation des dégâts. Non, en fait, est-ce lié justement à cette idée de la présence des résidus de maïs qui sont une source de nourriture pour les topins? Non, j'ai pas compris. Ouais, j'ai pas forcément été très exhaustif là-dessus. C'était si vous arrêtez le labour et vous faites que ça, vous avez des chances d'augmenter les dégâts. En fait, par contre, en agriculture de conservation, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le labour, mais ils font en sorte que le sol soit couvert en permanence. Et l'hypothèse, en fait, c'est que l'espèce de mulch qui soit en surface suffise à nourrir les larves de topin qui ensuite vont pas forcément s'attaquer plus que ça au maïs. Ouais, d'accord. On peut aussi avoir une température plus faible, hein, donc ça pourrait ralentir la croissance du maïs et le rendre plus sensible. Mais bon, en agriculture de conservation. Mais bon, passons. Ok. Je prends juste une question du chat. Donc, comment expliquer que le topin cause des dégâts lorsqu'on garde un couvert à base de graminées quelques jours avant le semis? Alors, en fait, déjà, en fait, de garder le couvert, ça veut dire qu'on n'a pas effectué un labour avant la mise en place du maïs. Et il y a l'effet du labour aussi, c'est de redistribuer les larves dans la couche en profondeur dans le sol. Donc ça permet aussi de faire en sorte que les larves n'aient pas le temps de remonter en fait aux racines du maïs pendant une certaine période.
Et donc, comment expliquer que de garder un couvert, ça puisse augmenter les dégâts. Après, en fait, il peut y avoir une multitude de situations. Donc, en fait, l'idée aussi du projet, c'est de montrer que, en fait, on n'a pas réponse à tout. Et qu'on a beaucoup de choses à retravailler sur ces ravageurs sur lesquels on a une biblio qui est assez éparse, quoi. Merci beaucoup et donc merci beaucoup Ronan pour cette présentation et on va du coup passer à